Swear. Ça risque de vous stresser, il y a 2 étiquettes. Vous voyez l'envers du décor. Voilà prévenu. Voilà prévenu, nous sommes chez Hooters, Hooters, qui nous a invités cette semaine. Merci à eux, ça fait effectivement plaisir. Ouais. Donc voilà, Hooters qui nous fournit également des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, des petits trucs pour écrire. Bref, Bref. ça on s'en bat les steaks. Ouais. En tout cas, donc podcast assez intéressant, je l'espère, puisqu'on a reçu pas mal de messages sur Ben Askren, Johnny Walker, Texas Ranger, et notre ami Ben Askren, Zabit. Ouais. Zabit Naomet Sharipov. Avant ça, les t-shirts sont officiellement disponibles. Merci à vous d'avoir été si intéressés. C'est dans la description, il y a les tailles, donc S, M, L, XL et XXL pour les Gold Pour les baisers. coudes, exactement. Et puis voilà, en tout cas, Voilà. si ça vous intéresse, 20 €, frais de port compris. Dispo jusqu'au 10 mars. Comme ça nous laisse le temps de faire les commandes, de faire les choses bien. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser un petit message sympathique lorsque vous faites la commande. Et surtout, si vous commandez un t-shirt, envoyez-nous les photos une fois que vous les avez. Ah oui. Ça nous fera plaisir. Ah oui, bah oui. Ouais, d'accord. Ouais. Complètement. Et donc, ils sont disponibles à 20 €. On a fait une réduction exceptionnelle puisque normalement, ils sont à 20 000 €. Donc, on s'est dit, pour la sortie, on va quand même marquer le coup. Ouais, on va essayer ouais. Voilà, donc, bio, made in France, on s'est pas foutu de votre gueule, et confortable, Rust. Très confortable. Il y a un toucher qui est velours. Hein. Un toucher Honnêtement, rectal, bref. On vous a fait plaisir, et puis bref, merci. Voilà. Merci si ça vous intéresse. Sans plus attendre, on va commencer par Johnny Walker. Johnny Walker, que nous avons interviewé, ça arrive très bientôt sur la sueur, et donc qui arrive là à l'UFC avec une petite hype. Donc découvert donc Dana White Contender Series qui est l'émission en fait qui a pour vocation en fait de remplacer grosso modo Le tough. le TUF. Ouais. Alors Dana White Contender Series, qu'est-ce donc, mon cher Rust? Bah, dans l'idée, c'est une émission un peu de télé-réalité, de la même manière que le TUF, où ça se finit grosso modo par un combat en fait, Ouais, qui va déterminer le gagnant du combat qui décrochera un contrat à l'UFC. Ça a été le cas de Johnny Walker. Il a été donc découvert par l'équipe de Dana White et Dana White. Il a remporté son combat. Mais d'ailleurs, si on peut rentrer dans le dur directement, c'était contre Douglas de Lima, quelque chose comme ça. Et mais pas Douglas Lima, le mec du Bellator. Voilà, attention. Oui. Là, on est en light heavyweight. Exactement. Et c'était le plus intéressant, j'ai trouvé, des combats jusqu'à maintenant, ouais. parce que pas si évident. Ouais. Oui, parce que, aussi, petite précision pour Dana White Contender Series, c'est là que Sugar Sean a été O'Malley, ouais. a été découvert. Ce qui est intéressant avec cette émission-là, c'est qu'ils prennent des combattants parmi les prospects, grosso modo, ou des mecs qui sont un peu des vieux de la vieille, comme Dwight Grant qui a sorti un KO de l'espace à l'UFC Pride. En fait, c'est des gars intéressants qui ont une certaine expérience. Et en gros, c'est un petit peu le petit palier pour ensuite passer professionnel, sachant que les combats du Dana White Contender Series sont à chaque fois des combats professionnels et pas amateurs, comme le TUF. Exactement. Donc Johnny Walker avait déjà une certaine expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que sa brutalité et tout ce qui se passait avant, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il arrive à l'UFC, qui est une hype comme ça autour de lui, parce que dans les commentaires à la sueur, on a beaucoup qui disent prochain champion ou prochain contender à John Jones. C'est peut-être un peu prématuré. Calmons-nous pour l'instant. C'est peut-être un peu prématuré. Alors, si on doit faire déjà un espèce de distinguo entre qualité et défaut, en tout cas, à améliorer. Voilà. Le parfait Pokémon. Alors, pas encore. Parce que justement, donc Johnny Walker, c'est un mec qui est en light heavyweight, il est très grand. Oui, tout à fait. Et il est très grand, et donc il utilise les armes qu'il a à ses dispositions, qui sont généralement utilisées par les grands, c'est-à-dire déjà la longe et le clinch. Oui, il utilise très bien la longe. Il utilise très bien sa longe et le clinch aussi. Ouais. Il est vraiment létal en clinch. Il a d'ailleurs beaucoup de KO avec les genoux, soit sautés, soit des genoux normaux. Donc il est ouais, tout. Alors voilà, en fait, c'est ça. Donc, il est bon en clinch, il est bon en allonge, il frappe de loin et il frappe fort. Il n'est pas très rapide, mais il a un style qui est suffisamment atypique et explosif aussi. Explosif, mais pas rapide. C'est assez étonnant. Il a un peu ce côté grande asperge, en fait, quand il frappe, où il balance son truc et t'as l'impression qu'il déroule un espèce de serpentin d'anniversaire, tu sais. Il balance son truc, il déroule. C'est vrai que la gestuelle n'était pas optimale, ouais. Mais donc voilà, il a vraiment, il tente tout. Ouais. Il est très créatif, du front kick au low kick, au genou sauté, au coude. Il tente vraiment tout. Il est très puissant. Il fait mal.
Il avait déjà une bonne carrière quand même avant l'UFC. Voilà, il avait déjà 13-3, 14-3 avant l'UFC. Ouais, un truc comme ça. Bref. J'ai plus le record exact. Grosso modo. Mais grosso modo, c'est ça. Et donc contre Andrade de Lima, contre De Lima, son combat pour le Dana White. Oui, professionnalisme oblige. Dana White Contender Series. Il a fait montre de tout ça, il a mis des superbes genoux, il a mis des coups de coude, il a bien utilisé son allonge, il a fait mal, il était puissant, etc. Mais il y a aussi eu des mecs qu'on a pu voir parce que De Lima, en fait, c'est un mec qui encaisse beaucoup, c'est un espèce de tank. Il a encaissé. Enrique da Silva, c'est ça. Il a beaucoup. Ouais, on a fait. Ouais, c'est tout ce qu'on a pu, mais on n'était même pas dedans. Donc, Enrique da Silva, il encaisse. Ouais. Et il est très, très classique. Mais voilà, c'est le parfait test en fait pour quelqu'un comme Johnny Walker, complètement à côté, mais alors vraiment le out of the park. Ouais. Et donc il a encaissé et on a pu voir que deuxième et troisième round, déjà premièrement, il respire plus fort quand même. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il soit autant chien fou un petit peu, comment dire, Johnny Walker, et que donc il a un style qui est atypique, mais donc il n'est pas extrêmement propre. Exactement. Ça marche, donc, mais il n'est pas très propre. Et le fait qu'il y ait un tout petit peu de déchets et qu'il fasse des grands gestes un petit peu comme ça, et ben en fait ça crève. Et le cardio, je pense, peut être quelque chose qui va lui jouer des tours. Premièrement, et le deuxième point, c'est qu'il n'a pas une takedown défense qui m'impressionne. Ouais. Vraiment. Et je vais juste ajouter sur le cardio, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont surpris par Johnny Walker et veulent qu'on en parle parce qu'ils ont effectivement uniquement en ligne de mire ou ont seulement vu ses combats à l'UFC. C'est vrai que les deux combats ont été expéditifs. Et c'est un peu à la manière de Volkanos Demir avant le title shot contre Daniel Cormier où tout le monde était le mec est explosif, ça dure vraiment pas beaucoup de temps. Faut se baser sur ce qu'il y a aussi avant. Là aujourd'hui, c'est vrai que si vous avez vu ces deux derniers combats, vous vous dites le mec est inarrêtable. Voilà. Alors que finalement le combat qui est le plus représentatif de sa carrière, de ce qu'il apporte sur la table, finalement c'est le combat contre Enrique da Silva. Exactement. Ouais. Voilà, c'est vraiment celui dont on peut tirer le plus d'enseignements. Ouais. Donc voilà pour un tour d'horizon de Johnny Walker. Il y avait un deuxième point, je t'avais coupé sur le deuxième point. Non, c'était ça. Le premier c'était le cardio, le deuxième c'était la défense de takedown. Parfait. Ouais. Parfait. Donc, Johnny Walker, intéressant alors. Extrêmement intéressant, extrêmement dangereux, de dingue. Parce que Roundtree, c'est quand même un mec très sérieux. Il a mis KO Gokhan Saki. Voilà. Déjà, mais KO Gokhan Saki. Et donc vraiment très solide. Et il est extrêmement dangereux. Il apporte des trucs qui manquaient un petit peu. Genre des soccer kicks à la limite de la légalité, par exemple. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est que Johnny Walker, donc il est sauvage, il est chien fou. Il apporte cette agressivité qu'on voit de moins en moins souvent. Ouais. Et ça fait plaisir. Et puis ce côté aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est Anytime, Anywhere, Anybody. Il venait de battre notre cher Justin à l'UFC. C'était quoi l'UFC Justin Trudeau, Justin Ledette, Justin Ledette, qu'il a battu en quoi 15 secondes. Oui, 15 secondes, le fameux KO en 15 secondes à l'UFC qui était au Brésil. Et juste après, il apprend qu'Ovin Saint-Preux est blessé pour l'UFC 235. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il poste sur Instagram, hey Dana White, je suis chaud pour Misha Cirkunov. Et ça c'est le panache et ça fait plaisir. Ouais. Les mecs qui ne calculent pas. Ouais. Après une superbe victoire, donc dans le sens où tu peux te dire, tu peux laisser quand même patienter que l'UFC te mette un mec un peu près. Non, il y va. Et ça c'est agréable. Et c'est ce qui fait aussi qu'il va progresser très rapidement. On a vu, c'est l'éternelle anecdote, mais on l'a vu souvent des combattants qui ont 6 ou 7 victoires d'affilée et qui, tu les vois à peine. Exactement. Et des gars comme ça, justement, c'est ce qui fait qu'ils vont être, qu'ils vont exploser assez vite. C'est qu'ils sont capables, justement, de se mettre les fans dans la poche autant que l'administration de l'UFC. Pardon. Oui, aussi. C'est justement qu'il est capable de prendre tous ces risques. Surtout que c'est son style qui fait ça, parce que voilà, petite preview de l'interview dont on avait, l'interview faite il y a quelques jours maintenant. C'est vrai que c'est vraiment son style qui fait que les gens l'apprécient, parce qu'il n'est c'est pas le plus brésilien des Brésiliens, n'est-ce pas, Rust? Non, c'est pas le plus brésilien des Brésiliens. Pourquoi? Eh bien parce que en fait il s'entraîne en Angleterre. Voilà. Il est venu au Royaume-Uni, il a eu une première expérience un peu malheureuse en l'histoire. Il a été, en gros, un gars en Écosse voulait le payer pour qu'il vienne s'entraîner. Il est venu, le mec l'a jamais payé, il est reparti au bout d'un mois, donc somme ultimate. Intersidéral. Et là il va partir en Thaïlande. Voilà, donc il s'est entraîné pendant un temps en Angleterre, à Southampton, et là
il va aller s'entraîner. Il a commencé déjà à s'entraîner en Thaïlande, où ils sont en train de monter un camp d'entraînement là-bas. Autour de lui, Autour de lui, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est en train de devenir un peu un nomade au niveau de ses camps d'entraînement. Nomade. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc alors, le combat contre Misha Cirkunov, qu'est-ce que ça peut donner? C'est intéressant en tout cas comme test. C'est vraiment super intéressant parce que Misha Cirkunov est solide, très solide, et il est solide en lutte aussi. Donc il va falloir s'approcher, il va falloir clincher, pas nécessairement, parce que c'est vrai que Misha Cirkunov est très bon en transition directe aussi, mais... On va savoir de quel bois est fait, parce que ça va être la réponse, je pense, si ça ne dure pas 15 secondes, et c'est très possible que ça dure 15 secondes. Voilà, Ozdemir style. Donc c'est très très possible que ça dure vraiment quelques secondes. Moi aussi. J'aimerais que ce soit pas rapide parce que Cirkunov, il apporte un petit peu ses questions. Il apporte ce takedown vraiment de mec des pays de l'Est. Et il apporte... c'est surtout ça en fait, c'est vraiment ce qui va nous plaire. Oui, il apporte plein de trucs, mais c'est surtout ça qu'on a envie de voir. Et comme il est très bon et que je crois qu'il est ranké d'ailleurs, top 15, il est solide. Donc ça va être vraiment intéressant. Pronostic, je mets quand même Walker. Moi aussi. Je mets Walker. Premier round KO. Moi je mets second round quand même. Ah oui. Je sais pas pourquoi en plus. Allez, KO. Johnny Walker. Ensuite, on va passer à... Allez, on va vous faire patienter pour celui que vous attendez tous. Ben Askren. Ben Askren, une deuxième. Alors Ben Askren, vous le connaissez sûrement si vous êtes amateur de MMA. Pourquoi? Parce que monsieur, ancien champion du Bellator, ancien champion du ONE FC, et qu'il a été en retraite grâce à un petit trade échange de cartes Pokémon pour le coup de l'UFC. Dimitrius Johnson contre Ben Askren. Il se retrouve à l'UFC enfin, il se retrouve avec son pote Tyrone Woodley. Il a certes 34 piges, undefeated, 18-0. Je crois qu'il y a un nom de contest. 18-0-1. Voilà, 18-0-1. Thiago Santos. Mais en tout cas, ça y est, il arrive contre les meilleurs. Et contrairement à beaucoup, il est directement mis dans le bain avec Robbie Lawler comme adversaire. Robbie Lawler qui est en plus un match-up cauchemar, compliqué, on va dire. Compliqué pour lui. Donc ça va être vraiment intéressant parce que directement, on va avoir toutes les réponses pour savoir est-ce que Ben Askren dans une top ligue a l'étoffe des héros. L'étoffe des héros. Bon, ça fait aucun doute qu'il l'a, très franchement. De par son background déjà, et de par aussi le fait qu'il s'entraîne à Rufus Sport avec des tueurs intersidéraux comme Tyrone Woodley. Tyrone Woodley, c'est le coach en lutte de Tyrone Woodley. Voilà, c'est ça. Ben Askren entraîne Tyrone Woodley en lutte. Alors du coup quand même... Qui est Tyrone Woodley au fait le champion UFC actuel, welterweight, juste ça quoi. Pas mal. Qui est top 3 de tous les temps en welterweight, juste ça quoi. Voilà, c'est son coach. Bon. Zabit. Alors, on pourrait presque s'arrêter là. Mais justement, pour revenir sur, déjà, on peut revenir sur son background très rapidement en lutte, parce que vraiment, il faut mettre le stress là-dessus. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que Ben Askren, déjà, premièrement, quand vous pensez lutteur américain, généralement, vous pensez à Tyrone Woodley. Un mec, généralement, c'est des gars qui sont relativement petits, c'est-à-dire par rapport aux catégories qui seraient à l'UFC. Et là, il combattait en lutte en 174 pounds, mais il n'a pas un corps explosif de lutteur à la Randleman, à la Tyrone Woodley. C'est that bod for life. C'est that bod for life, et c'est ça qui est extraordinaire avec Ben Askren, c'est que donc il n'est pas explosif, il n'est pas athlétique, mais justement, il est capable de compenser ça par une technique qui est juste hallucinante. Et la meilleure preuve, donc déjà, il a été 2 fois champion NCAA, c'est énorme. Il a été aux Jeux Olympiques. Membre de Team USA 2008. Cerudo, DC. Putain, je sais. Grave. DC, Ben Askren. C'est lourd. Donc voilà, il faisait partie de l'équipe olympique. Il a gagné son premier combat, il a perdu ensuite. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, au-delà du fait que visiblement, il a une technique de dingue, de toute façon, c'est prouvé par ses résultats et son palmarès. Mais en plus de ça, par exemple, quand il était collegial wrestler, donc il a terminé quand même sa carrière de collegial wrestler à 153 victoires, 8 défaites. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est extraordinaire. Surtout en lutte. Surtout en lutte freestyle. Mais en plus de ça, ça va être très bizarre comment je vais le sortir, mais c'est un gros pinner en fait. Parce que, alors, une pin, en lutte, c'est un peu l'équivalent, ça finit un combat. C'est-à-dire qu'une pin, quand tu arrives à piner ton adversaire, en gros, tu sais comme un hippon en judo, le combat est terminé immédiatement. Piner un adversaire, c'est quand tu lui maintiens pendant un certain temps les 2 épaules au sol. Et c'est extrêmement compliqué à faire. Et c'est encore plus compliqué quand tu n'as pas les facultés athlétiques d'un Tyrone Woodley, d'un Randleman ou d'un tout ce qu'on veut.
Il a fini donc ses 153 victoires, 8 défaites, 153 victoires, 91 pins. Il est dans le top 3 tous les temps pour la NCAA des pinners. Et ça veut dire qu'il a une technique qui est juste fabuleuse, mais fabuleuse. Parce que pour compenser un tel manque d'athlétisme et de faculté physique par une technique et pour en arriver à ces résultats-là, ça veut dire que il faut étudier ce gars-là et vraiment considérer que c'est un des meilleurs de tous les temps en lutte. Et c'est ça qui ramène en MMA. Et une transition qui s'est faite smooth as fuck. Après, bon, Askren, hyper efficace, mais ça c'est le gros mais de la carte de Ben Askren, c'est le style. C'est vrai que si vous n'êtes pas fan spécialement de ça, vous ne risquez pas de vous dire, il n'y a pas ce côté par exemple d'un Khabib qui fait que tu as une espèce de brutalité, qui fait que tu vas te dire, ah bah ok. Moissonneuse batteuse qui te rentre dedans et qui te laboure. Askren fait plus le show sur Twitter que... Voilà, oui, parce qu'il a une personnalité que j'adore personnellement, oui. il a beaucoup d'esprit, il est funky Ben Askren, voilà. Et au niveau du style, effectivement, il a été longtemps critiqué parce qu'en gros, les gens disaient qu'il était chiant comme Loki Cool en fait. D'ailleurs, le Bellator ne l'avait même pas conservé alors qu'il était champion du Bellator. Voilà, c'est dire. Donc, pas spectaculaire et les gens ne misent pas sur Ben Askren pour vendre des pay-per-view, clairement. Diablement efficace. Mais diablement efficace, quand même. Donc, on a dit qu'il n'avait pas encore été à l'UFC, on a dit qu'il avait un background incroyable en lutte, mais on peut aussi dire qu'au Bellator, il a miné des mecs comme Douglas Lima, il a miné des mecs comme Karla Moussou, Cocorico, mais aussi Koreshkov. Qui était à l'époque, qui était invaincu, je crois, c'est sa première défaite, non ? Il me semble que c'est sa première défaite. Voilà. Ouais, il me semble que c'est sa première défaite. Et Koreshkov, on connaît le client quand même. Hein, et qui a pris le titre après. C'est vraiment du très 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 lourd que Koreshkov et Lima, et même des anciens de l'UFC comme j'ai oublié son nom. Ça se finit par Yon. Cendrillon. Peut-être bien. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, voilà, vraiment, du lourd. Il a déjà battu du lourd. Voilà. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'être compétitif avec le lourd. Et la question aujourd'hui, c'est après le ONE FC qui était grosso modo une pré-retraite. Ouais. Hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'il peut, à 34 ans, revenir au top ? Oui. Je suis aussi d'accord parce que même si tu as le ONE FC pré-retraite, t'es coach de Tyrone Woodley, tu as ton académie. Bon. Et puis en plus, il y a vraiment le fait que. Même lui, oui, depuis toujours, il dit je veux être le meilleur, je veux combattre les meilleurs. Je veux prouver que je suis meilleur que les meilleurs. Mais alors vraiment, Ben Askren, j'ai full confiance en le fait qu'à 34 ans, il sera au top. Et particulièrement par son style et par son... On va pas radoter sur tout ce qu'il était capable de faire en lutte, mais donc on met le stress sur... C'est la technique qui a fait la différence. Et il ne prend pas beaucoup de coups, Ben Askren. Parce qu'il est capable de maintenir et de vraiment se jouer de son adversaire sans prendre aucun risque finalement, de vraiment les dominer totalement. Et contre Santos, ça a été compliqué, c'est le combat qui a été un peu, on était en mode ah ouais il est prenable, debout. Et encore voilà, Santos a aussi arrêté ses tentatives de takedown, etc. Donc il y a quelque chose à faire, debout il y a quelque chose à faire, si tu as une bonne défense de takedown, si tu es explosif, Robbie Lawler. Donc c'était vraiment acteur studio. Mais en tout cas, voilà, tu get my point. Alors donc, enchaînons, embrayons. Je pense que l'ancien Robbie Lawler l'aurait fait easy et j'ai beaucoup de doutes sur ce Robbie Lawler. Robbie Lawler aujourd'hui, en fait, j'ai perdu espoir finalement en Robbie Lawler lors du combat contre Donald Cerrone. Il a gagné, mais perso, il m'avait pas impressionné, c'était très poussif. Ouais. Et je trouvais que physiquement, il n'y avait plus le même impact du Robbie Lawler avec cette capacité, tu vois, à accélérer, maintenir la pression, et puis à quand même toucher assez durement l'adversaire. Et je pense que là, ce sera de trop finalement contre Ben Askren. Alors c'est vrai qu'il y avait clairement une fatigue, que ce soit une fatigue même au niveau de là où il en était dans sa carrière, parce qu'il avait été champion, et on sait une fois que les champions perdent leur titre, et vraiment la liste est infinie des heavyweight avec Dos Santos, enfin vraiment on peut tous les faire. Une fois que quelqu'un perd sa ceinture, généralement il a accompli ce qu'il avait à accomplir à l'UFC, qui est vraiment le maître étalon, le panthéon. Et généralement, les performances décroissent. Encore plus Robbie Lawler qui lui a laissé sa vie. Voilà, il laisse sa vie à chaque combat. Après, c'est vrai qu'il a aussi accusé le coup physiquement. Il était extrêmement miné par les blessures. Et là, il faut quand même préciser qu'il revient. Donc, il s'était explosé les genoux, en fait. Voilà, vraiment, t'es fou, en dessous, par-dessous, tout ce que tu veux. Et il revient après vraiment avoir laissé guérir toutes ses blessures. Il revient... Après un an et demi. Un truc comme ça. UFC 214 contre Cerrone.
Voilà. C'était juillet 2017. Et donc il a pris le temps vraiment de laisser couver un petit peu et de reprendre ses blessures et de vraiment retravailler son corps en le respectant, etc. Donc il revient dans un état physique qu'il n'a pas eu aussi depuis longtemps. Exactement. Donc même si la fin FIM n'y est plus, au moins physiquement, je pense que ce sera intéressant de le revoir comme ça. La nouvelle, voilà, belle perf. Alors Et donc voilà, donc finalement, je sais pas. Je vais quand même mettre Askren parce que je pense qu'il est sur une pente qui est ascendante et qu'il va réussir à trouver le moyen de dominer Lawler, mais ça va être, je pense qu'il va souffrir. Je pense vraiment qu'il va souffrir. Parce que s'approcher de Lawler, c'est pas évident quand même. Donc je pense qu'il va souffrir, mais qu'il va réussir à mettre au sol et dominer une fois là-bas. Décision, je pense décision d'Askren, d'autant plus en 3 rounds. Décision Askren. Ouais. Décision Askren. Moi, je vois bien un petit TKO Askren, 3e TKO Askren. De Askren. De Askren au 3e round. Ah ouais, t'es un joueur. TKO Askren, 3e round. Mais pourquoi TKO? Tu le vois mettre un TKO dans le sens ground and pound TKO. Je pense ground and pound TKO, ouais. Tu vois Lawler abandonné. Ouais, c'est ce que... Et justement, parce que je suis désolé, je ne vois plus la même fin dans les yeux de Lawler. Je sais pas ce qui se passe, mais... Ouais, non, c'est... plus cette même... Enfin, pareil, quand il avait combattu... Ah non, pardon, c'était pas son dernier combat, c'était pas Cerrone, c'était RDA. RDA, oui, effectivement. Et pareil, tu vois, il n'y avait pas aussi cette capacité, c'était là encore en 5 rounds, mais à aucun moment on a vu le Robbie Lawler qui pouvait accélérer, s'épuiser dans ses réserves et te dire waouh. C'est vrai, mais peut-être parce qu'il était blessé, parce qu'il l'était. Oui, exactement. Donc tous les combattants sont blessés peu ou prou, mais lui il était vraiment les genoux flingués, et c'est vrai que c'est pas évident, donc il n'y avait pas la même fin, je suis d'accord dans les yeux, mais il était blessé, je préfère lui donner le bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Enfin oui, en tout cas combat compliqué à pronostiquer. Ensuite, là on passe à Zabit Magomedsharipov contre le favori de Stephens, de beaucoup d'entre vous, contre Jeremy Stephens, qui va être un combat qui s'annonce. Alors là, on prévient tout de suite, Fight of the Night, c'est celui-là. Ah oui, c'est sûr. Entre Zabit, qui est le mec, grosso modo, de la catégorie featherweight, et sûrement de l'UFC, un des gars les plus créatifs. Ah ouais. Et un des plus gros là, franchement, des trois même qu'on présente là, bon, même si Ben Askren n'est plus vraiment un prospect, c'est le plus prometteur. Ouais, aussi génial au sol que debout. Qu'en lutte, que... Superbe. Moi, j'aime beaucoup. Bah ouais. En face, la petite bombe de l'UFC. Le mec qui a des points, ce sont des enclumes. Et qui vient pour mettre KO notre ami Zabit. Donc ça va être très 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 intéressant parce que mine de rien pour Zabit, qui peut subir le même sort que Doo Ho Choi, que Josh Emmett récemment, c'est l'espèce de gatekeeper qui aujourd'hui, a golden gatekeeper. Exact, le golden gatekeeper Jeremy Stephens. Donc hyper intéressant, mais bon, intéressons-nous d'abord à Zabit Magomedsharipov. Pourquoi est-ce le chouchou des auditeurs de la sueur? Parce que quand même... pourquoi? Mais c'est parce qu'il sait tout faire. Exactement. Parce que... Mine de rien, il a un style de jeu m'en branle en dehors de ça qui est particulièrement appréciable. Extraordinaire. Ouais, on a pu le goûter nous-mêmes dans notre interview. Exactement. Il était passionné, vous allez voir. Il a adoré. Il a adoré notre Mais voilà, ça fait partie de Zabit, quoi. Il a cette personnalité vraiment... Le nounours qui aimerait bien être partout sauf là où il est actuellement quand il n'est pas dans la cage. Exactement. Et là par contre il s'exprime, c'est un poète. Mais Zabit sait tout faire. Oui, peut-être baisser un tout petit peu le volume. Oui, parce que je suis en train de gueuler comme une poissonnière alors qu'on sait que le micro a du mal à suivre. Pardon, je me laisse entraîner un petit peu par la fougue. Par Zabit, la fougue de Zabit. Mais donc voilà, il sait tout faire. Il sait tout faire, il est dangereux et c'est un finisseur. Oui. Qui est d'ailleurs soumission de l'année 2018. Avec son sous love stretch. Exactement. Ouais. Donc soumission de l'année, il finit debout. Un des fight of the year contre comment il s'appelle Oh là là, la sueur, qu'est-ce que vous faites les gars? Putain mais merde. Quelqu'un nous avait félicité pour notre Quel professionnalisme. Voilà, merci Rust. Superbe combat. Superbe combat, vraiment combat un peu à la Diego Sanchez Melendez où grosso modo il y a un moment donné, Zabit lui il reste tout le temps technique, mais Kyle Bochniak il est venu en mode mort-vivant. Pour le coup, il a été un peu testé. Il a été testé. Et c'est pour cette raison que le combat contre Jeremy Stephens, pour moi, j'ai un peu de doute parce que Stephens c'est quand même la version plus. Ouais. Et tu vois, un mec qui n'a pas peur de prendre des coups, qui sait maintenir la pression
Pour Zabit, tu vois, qui est quand même assez longiligne, assez frêle, pour moi, ça peut être un problème. Complètement. C'est vrai que ça va être c'est le premier énorme test pour parce que je pense Sharipov. que perso, en fait, Zabit, moi, va le dominer en volume, grosso modo. Va le dominer en volume à la touche. Et à la longe. Et à la longe aussi. Et je pense que par contre, Jeremy Stevens, ça va être par à-coups, mais ça va être des à-coups. Zabit va les sentir passer. J'ai vraiment peur qu'il se fasse clipper. C'est vraiment ce qu'il veut. De toute façon, c'est grosso modo le seul moyen pour Jeremy Stevens de gagner. Oui, de toute façon, c'est le meilleur. C'est le seul moyen pour Stevens, mais parce que Stevens choisit de ne gagner que comme ça. Aussi. Parce que donc aussi, il faut mettre le stress sur le fait que Stevens a une très bonne défense de takedown. Donc il y a des chances que le combat reste debout. Et s'il reste debout, ça va vraiment être très intéressant parce que Stevens, il a perdu beaucoup de combats dans sa carrière. On l'a vu avec son record qui est 50-50. Non, pas 50. Il est à 33-15, un truc comme ça. Donc quasiment. Mais il a perdu que contre des très bons. Quand il perd Stevens, et en plus, quand il perd contre de très bons, il leur donne vraiment de quoi travailler. Donc Stevens, c'est pour ça que vraiment, et encore Golden Gatekeeper, c'est presque injuste, parce qu'il est juste en dessous des meilleurs. Mais c'est un des meilleurs, il est juste en dessous des champions. Top 5. C'est ça, vraiment top 5. Donc Stevens qui est debout, une machine à tuer, extrêmement précis, extrêmement technique, extrêmement rapide, extrêmement puissant. Et qui est au top aujourd'hui. Et qui est au top aujourd'hui encore. Donc voilà, ça va être vraiment super chaud. Et en plus, c'est pas comme des Ngannou où ça peut se terminer sur un coup. Donc ça se terminera pas au bout de 30 secondes. Exactement. Je pense pas, je serais très surpris. Non. Donc ça va être une guerre, il y a vraiment des chances. Et Magomed Sharipov, après... Parce que là, on est passé sur Stevens, mais c'est quand même Zabit qui nous intéresse pour ce podcast, qui vous intéresse, nom de Dieu. Zabit, il a tout ce qu'il faut, dans le sens... il est extrêmement créatif, mais il est bon en kickboxing, en Muay Thai, évidemment, parce que les genoux et les coudes, il sait y faire, quoi. Mais c'est utilisé à bon escient aussi. C'est assez rare que sa créativité prenne le pas. Pardon. Non, c'est ça. Et j'allais oublier de le dire, donc c'est pour ça que je fais cette tête comme ça, là. C'est parce qu'effectivement, il sait exactement... Mais il n'y a pas ce côté un peu Johnny Walker où tu te dis de temps en temps, le gars fait vraiment au fil de l'inspi, sans vraiment qu'il y ait de plan derrière. Non, là, tu sens que... en fait, tu sens que, ce qui est le cas, que depuis qu'il a 10 piges, il s'entraîne à tous les arts martiaux et qu'il les connaît... Son corps sait réagir exactement comme il faut et a les automatismes qu'il faut devant n'importe quel stimuli. Et on l'a vu, c'est vraiment intéressant. Même quand il est contre la cage, il arrive à faire des enchaînements d'anglaises et à sortir. Le petit kick, il est extrêmement bon en allonge et il sait mettre les genoux qu'il faut, les tips qu'il faut, etc. Donc il a un fight IQ et il a une gestion de ses armes qui est vraiment hallucinante, proprement hallucinante. Et je fais attention. Et donc voilà, ça va être un superbe combat. Et pronostic, parce que j'imagine qu'il faut qu'on arrête bientôt. Pronostic. Je suis désolé. Vous l'aimez, je l'aime. Mais je vais dire KO Stevens. Parce que vraiment, c'est largement possible. Après une guerre, mais je pense que Stevens, effectivement, peut le clipper. Donc je vais dire KO Stevens round 3. Ah oui, effectivement. Et j'adore Zabit, putain, ce mec, je le kiffe. C'est une friandise à voir. Oui, je vais te suivre. On va se faire pas des copains. Oui, je pense qu'on va pas se faire des copains. Mais en tout cas, pour finir là-dessus, effectivement, notre ami Zabit risque de se faire mettre KO, mais de tous les combattants, Askren, Johnny Walker et lui, c'est lui qui a quand même le plus potentiel légende. Oui, absolument. C'est juste que là, il tombe contre... il tombe contre... Ouais, voilà, une enclume filante. Le petit lapsus. Bon, allez. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Je voudrais juste dire quand même, non, j'aurais pas le temps, mais que effectivement, donc du coup, Zabit a commencé avec le Sanda et donc des trucs qui lui permettent d'être très bon en transition aussi et d'être vraiment un mixed martial artist né. Voilà, c'est bon pour moi. Soit.